Allô, bonjour et bienvenue dans Balado, un espace d'échange sur la consommation de drogue sans tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques. Ce podcast vous est amené par le GRIP, un organisme qui agit en réduction des méfaits et en prévention, dans le but d'informer et d'intervenir dans les milieux festifs au Québec. Je m'appelle Carla Martin et je serai votre animatrice tout au long de la première saison du Balado. Bonjour, je m'appelle Frédéric Marie. Je travaille dans le domaine de la santé, dans le traitement des dépendances depuis environ une vingtaine d'années, impliqué aussi avec le GRIP depuis quelques années là, par intérêt personnel pour l'approche de réduction des méfaits dans le milieu festif. Et puis, je suis père de 2 jeunes adultes, 2 filles de 19 et 21 ans. Chantal Montmorency, directrice générale de l'AQP Sud. Nous sommes l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Donc, on agit en réduction des méfaits. On regroupe les personnes utilisatrices de drogue partout au Québec dans une optique d'empowerment et de réduction des méfaits. Puis, on vise à améliorer les conditions de vie des personnes utilisatrices de drogue. Francky Bélambert, je suis coordonnateur du soutien et de la sensibilisation en matière de chemsex chez AIDS Community Care. Je suis aussi père aidant, un consommateur de substances psychoactives, activiste, artiste drague, plusieurs chapeaux. Très cool. Marjo, je travaille à Profane comme formatrice pour les surdoses d'opioïdes, puis aussi comme parent aidante à Spec de rue depuis bientôt 4 ans. Consommatrice aussi. Consommatrice aussi. Super, merci beaucoup à vous quatre d'avoir accepté de vous joindre à nous et de venir au micro de Balado. En préparation de cet épisode, j'ai parlé avec Fred au téléphone et puis il y a vraiment une phrase qui m'a beaucoup marquée et c'est que la consommation comporte des risques pour tout le monde mais pas forcément des problèmes. Et je pense que c'est cette phrase-là qui va nous guider à travers de tout l'épisode. Mais voilà, donc j'aimerais bien qu'on commence avec peut-être une discussion et une introduction à vos expériences respectives de consommation. Qui veut commencer peut y aller en premier. Je peux me lancer. Je sais pas exactement par où commencer. Je dirais que mon histoire avec la consommation a commencé quand j'étais au secondaire avec le pot. Sinon, après ça, quelques années plus tard, il y a le speed qui a été comme introduit à mes amis. Fait qu'on a commencé à expérimenter avec ça. Quand j'ai été plus vieux après ça, j'ai commencé à expérimenter avec plus d'autres drogues. Quand j'étais plus jeune, on me disait tout le temps, ah, c'est des drogues dures, faut pas que tu touches à ça. Fait qu'en grandissant, j'ai toujours été curieux. Fait que je me suis dit, maintenant que j'ai 18 ans et qu'il y a personne qui me dit quoi faire, je vais les essayer. Puis je dirais que j'ai passé parmi pas mal toutes les substances, surtout ce qui est stimulant, un peu moins les opioïdes, mais j'ai expérimenté en masse, comme on dit. Mais les stimulants, ça a toujours été ma drogue de choix, puis ça reste ma drogue de choix là, à ce jour. Ouais, c'est dans quel contexte au départ que tu as commencé comme à consommer jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des contextes différents? Il y a définitivement des contextes différents. Quand j'ai commencé à consommer, c'était vraiment juste pour le fun avec mes amis, pendant le party. C'était vraiment très social. Quand j'ai grandi, c'est devenu plus quelque chose pour comme gérer mon anxiété, gérer mon stress, gérer mes traumas, puis passer au travers des difficultés de la vie de tous les jours, en fait. Donc, ça a vraiment comme changé d'optique un peu la raison pour laquelle je consommais. D'accord. Donc, est-ce que tu dirais que c'est comme quelque chose qui t'aide dans la vie de tous les jours à fonctionner comme tu le souhaites? Je dirais que c'est quelque chose qui m'aidait. Je vois vraiment la consommation comme ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément pendant plusieurs années. Puis maintenant, je suis rendu à un stade de ma vie où je peux dire que les substances qui m'aidaient à aller mieux sont maintenant quelque chose qui a des effets secondaires, je dirais, qui sont plus aussi bénéfiques que ce que c'était avant. Fait que maintenant, je dirais que ça me nuit plus que ça m'aide. Mhm. Mais je peux dire que pendant vraiment plusieurs années, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à passer au travers de bien des choses. OK. Je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là qui est vraiment intéressant de cette évolution, justement, de passer à quelque chose qui t'aidait vraiment et maintenant à des effets qui nuisent un peu plus à ta vie. Mais super, merci beaucoup. Peut-être Marjo. Moi, je dirais, mettons, à la base, j'étais un enfant, mettons, blasé de la vie,
très, très jeune, parce que j'ai pas de souvenir, mettons, d'avoir eu des hobbies ou d'avoir eu un jeu que j'aimais vraiment particulièrement. Fait que moi, dès le jour 1 où j'ai essayé une substance, c'est devenu tout de suite une addiction, si on veut, là. Ou ce que dès la première fois que j'ai essayé un stimulant, ça a resté comme... Déjà là, j'ai pogné tout de suite la tendance à en vouloir à chaque fin de semaine. C'était même pas pour des parties, c'était vraiment... J'allais chez des amis juste pour pouvoir consommer, alors que, mettons, mon chum, lui, il sortait clubber ou whatever, là. Fait que moi, c'est devenu vraiment vite quelque chose de fonctionnel dans ma vie, où ce que là, j'ai développé des intérêts, j'étais allée vers les gens, j'ai retourné aux études, j'ai été au cégep, à l'université. Même encore aujourd'hui, je dirais que ça a des aspects plus bénéfiques que négatifs. Mhm. Mais bon, tu sais, je sais que la drogue de rue, ça peut être contaminé, il y a tout le temps des... Tu sais, le risque zéro, il n'existe pas. Mais ouais, moi, je considère que c'est peut-être de l'automédication. Mais ouais, fait que depuis l'âge de 16 ans, jour 1, je suis pas mal dépendante de drogue. Et pourquoi est-ce que tu dirais que la drogue t'a aidé, par exemple, à retourner à l'université? Simplement, comme je disais, tu sais, moi, j'étais quelqu'un de blasé, sans intérêt, sans objectif vraiment. À 9 ans, je parlais déjà de la mort comme quelque chose de normal, sans avoir un état dépressif, mais comme si c'était une fatalité bien normale. Puis j'avais déjà mon plan, je savais que je faisais pas partie de ce monde-là, mettons. OK. Fait que d'avoir commencé la dope, ça m'a comme ouvert un éventail de possibilités. Parce que là, j'ai développé des intérêts pour l'art. J'ai voulu aller vers les gens, je me suis intéressée aux gens. Puis de là, tu sais, ça a donné de l'intérêt à retourner aux études, à étudier. J'ai fait 7 ans d'études comme cégep. Je pense que j'ai fait 3 ans, 4 ans à l'université. Mhm. Fait que c'est juste par développer des intérêts, tout simplement. Ou ce que ça, j'avais pas avant la consommation, là. OK. Est-ce que tu as remarqué que c'était quelque chose que tu voyais beaucoup comme autour de toi, comme beaucoup de personnes qui ont ce genre de... Ah non, c'était... Non? Non, j'en parlais pas tant, OK. je dirais. La consommation, c'est pas tout le monde qui le savait. Même mes meilleurs amis, là, ne savaient pas nécessairement que je consommais. Puis ça m'a fait perdre aussi des amis, comme... Même si la veille, mettons, j'avais autant consommé, mais le lendemain, je décidais d'être honnête puis de dire que je consomme quand même pas mal. Ben, ça m'a fait perdre des amitiés, là. Mais ça, c'est justement un point sur lequel on va revenir très prochainement. Et toi, Fred? Moi, un peu comme Francky, ça a commencé à l'adolescence, comme ben du monde, là, la cigarette d'abord, après ça, l'alcool, le cannabis ou le hash sont arrivés, là, tu sais, tout à 1 an d'intervalle ou presque. Puis moi, c'est les psychédéliques qui se sont invités dans ma vie assez tôt, là. Ça a commencé par les champignons, après ça, le LSD, là. Dans le temps, c'était des petites acides, là, des microdots. Et puis ça a été comme ça, tu sais, tout le secondaire, la fin du secondaire. C'est plus arrivé au cégep où j'ai connu le milieu festif, c'est les raves, tout ça. Puis là, c'est les comprimés qui sont arrivés, ecstasy, speed. Puis ça a été ça, ma consommation, je dirais, récréative pendant un certain temps. Les stimulants sont arrivés plus tard à l'université. Moi, étrangement, c'était pour étudier, c'était pas tant pour m'amuser. J'avais besoin de me garder réveillé puis d'être focus. Puis j'ai utilisé la cocaïne, non pas pour m'amuser, mais c'était vraiment pour étudier. C'est ça. Après ça, j'ai exploré, là, un peu comme tu disais, de la curiosité, là, un peu psychonaute, là, c'est-à-dire on explore un peu les états de conscience puis ce que les substances peuvent amener. Peut-être aussi avec un entourage qui avait une consommation récréative aussi, fait que c'était un peu normalisé ou en tout cas, c'était pas jugé là, dans mon milieu d'avoir des fins de semaine de party. Puis fait que ça a été ça pas mal tout le temps. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est sûr qu'avec des enfants, à un moment donné, on s'est calmé sur le party, mais c'est toujours resté comme un attrait ou une activité pour moi qui était nourrissante. Je sais pas trop comment dire, là, à différents égards. Autant avec mes amis, j'ai développé des amitiés super solides, profondes avec la consommation, avec un paquet de monde qui avait ça dans leurs activités, là. Mais c'était tout du monde qui avait aussi, comme tu disais, des hobbies, des intérêts. Ils faisaient d'autres choses que consommer, mais ça faisait partie de leur réalité aussi, de temps en temps, d'avoir cet exutoire-là ou bien de pouvoir connecter avec des gens parce que c'était beaucoup des consommations comme sociales avec des gens, fait qu'il y avait une question de connexion beaucoup. Puis en gros, c'est ça, là, mon rapport à la consommation. Le pot est resté pas mal régulièrement. Pour le reste, il a fallu moduler en fonction des différents autres aspects de ma vie, là. Je pense qu'on en reviendra après, mais là, justement, tu parlais que tu avais un cercle d'amis
où il n'y avait pas de tabou, pas de stigmatisation au niveau de la consommation. Est-ce que tu trouves que ça t'a aidé au moment où justement tu étais en train un petit peu d'explorer tout ça en tant que psychonaute? En fait, moi, je pense que ça m'a aidé à normaliser tu sais, le fait de consommer, mais aussi d'être capable d'en parler avec du monde qui vont te comprendre. Parce que, tu sais, dans tous les épisodes de consommation, tout ça, pour moi, c'est important de ne pas toujours garder ça pour soi. Puis, justement, c'est une bonne manière de prévenir les dérapes. D'une certaine façon, c'est de pouvoir tenir au courant ton entourage, garder cette communication-là ouverte avec du monde qui tiennent à toi, puis que si à un moment donné, ils ont des inquiétudes, ils sont capables de t'en faire part, ou moi aussi, si j'ai des inquiétudes, de pouvoir aller vers les gens. Donc, le fait d'avoir un entourage compréhensif, parce qu'eux autres aussi vivent la consommation, oui, ça m'a permis probablement de me protéger d'une certaine façon de l'isolement, puis de peut-être m'enfoncer dans certaines situations. Là. Ça l'aide aussi, je trouve, à l'effet que la drogue va avoir sur toi. Là. C'est pour le buzz. Si tu vas avoir un bon buzz, c'est bien de ne pas garder ça, justement, puis de savoir que tu es avec des gens de confiance. Puis de ne pas te sentir bise, là, comme différent, avec la culpabilité ou l'espèce de remords. Ça joue sur l'effet en salle. Effectivement. Fait que, ça permet d'avoir des meilleures expériences, mais aussi de pouvoir en parler après, parce que pour moi, le fait de vivre des expériences, c'est une chose, mais de pouvoir revenir sur les expériences avec des gens, donner du sens à ce que tu as vécu, ça permet ça aussi. Totalement. Ça a un gros effet sur la sécurité, justement, comme tu mentionnais, parce que pendant longtemps, je dirais gênée de ma consommation, si je peux dire, où j'avais honte. Puis je consommais souvent en cachette tout seul. Puis ça m'arrivait tellement souvent de me dire, tu sais, s'il m'arrive quelque chose en ce moment, il n'y a personne qui sait où je suis, il n'y a personne qui sait que je consomme. Tu sais, heureusement, ça a pas mal fini, mais il y a plusieurs de ces expériences-là que si j'avais pu en parler avec mes amis, ma famille, si j'avais eu un cercle à qui j'aurais pu me confier, je m'aurais pas ramassé à consommer tout seul en cachette, où ça aurait pu être plus dangereux. Et toi, Chantal, du coup? Oui. Ben moi, je suis un extraterrestre. À l'adolescence, je consommais pas. J'avais trop de choses à faire. Je trouvais que j'avais pas les moyens. Je viens d'un quartier défavorisé. Mon école secondaire, c'est la dernière dans le palmarès. On se faisait dire qu'on irait nulle part, que ça mènerait à rien d'aller à cette école-là, là, dans le centre-sud. Et puis, c'est ça. Fait que moi, je travaillais très, très fort parce que je voulais aller quelque part. Puis je voulais pas... ça m'intéressait vraiment pas tant que ça, la drogue. Puis c'est ça, j'étais trop pauvre. Quand j'avais de l'argent, je l'utilisais pour aller à la cafétéria manger. J'avais pas... Et moi, c'est ça que j'ai constaté, c'est que mon chum qui allait à l'école privée, il avait accès à beaucoup plus de drogue. Nous, on était stigmatisés dans mon école secondaire, hyper pauvre. Puis le collège Ville-Marie, en haut de la côte, eux autres, ils avaient accès à beaucoup plus de substances, puis en bien plus grande quantité que ma petite gang de chums qui mettaient chacun leurs 50 cents pour acheter une 5 de potes, là, tu sais. C'était vraiment... puis pourtant, c'était nous qui étions stigmatisés puis qui étaient vus comme les méchants, les mauvaises personnes, là, les bums, là. Donc, je consommais pas. J'ai vraiment commencé à 18 ans à consommer. C'était avec ma gang de chums parce qu'eux, ils consommaient puis je vivais très bien avec ça. Puis la réduction des méfaits, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà. À partir de 12 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans un organisme qui était à mon école secondaire, justement, qui faisait de la prévention. Ça s'appelait Projet Trip. Fait que faisait de la prévention au niveau des drogues et du VIH. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai continué dans cette veine-là. Et qu'est-ce qui t'a attiré, justement, vers la réduction des méfaits? C'est parce qu'on avait la possibilité de créer. On faisait des pièces de théâtre, puis on écrivait. Puis en fait, c'est ça. C'est à un moment donné, à 14 ans, j'ai même gagné un concours provincial pour déterminer. Il allait faire des messages de pub pour les ados. Ça s'appelait le concours message d'amour. Puis moi, j'ai gagné avec mon histoire. Puis c'est devenu comme une pub pour les ados pour faire la prévention du VIH puis des STSS, qu'on disait MTS dans le temps, quand j'étais jeune. Et à partir du moment où tu as commencé à consommer, est-ce que tu as déjà ressenti comme la stigmatisation face à cette consommation-là? Ah oui, tout de suite. À part avec les gens avec qui on consomme, puis même encore, souvent chez les consommateurs, il y a de l'autostigmatisation, puis on se fait tellement renvoyer une image négative qu'on finit parfois par l'intégrer puis l'internaliser, cette vision-là de nous-mêmes. Mais c'est surtout autour. Dès qu'on parle de drogue ouvertement, les gens, ils baissent les yeux, ils font comme si eux, ils connaissaient pas ça. Puis ensuite, tout au long de ma vie, en fait, j'ai choisi le domaine où je travaille, mais je pourrais pas le quitter.
je pense pas que je pourrais. Puis mon conjoint n'a pas accès à certains emplois à cause de l'emploi que je fais. T'sais, il peut pas travailler, il passe pas l'enquête pour la ville de Montréal, ne serait-ce qu'à cause de mon métier. Il peut pas travailler pour la ville, n'importe qui touche la police ou la sécurité, parce que moi, je passe pas l'enquête. On lui a fait remarquer, puis on a même fait remarquer pourquoi j'ai changé de Cactus, qui était noble, à Lac-Sud, qui est comme une place pour les drogués. Fait que la stigmatisation est là tout le temps, puis moi, ça m'affecte pas tant parce que je vis la vie que je veux, le chemin que j'ai choisi. Je me vois pas ailleurs que dans le communautaire, puis dans cette section-là du communautaire, la réduction des méfaits. Mais clairement, les personnes qui reconnaissent utiliser des drogues n'ont pas accès à tous les métiers, ils n'ont pas accès nécessairement au crédit. Tu sais, si c'est su publiquement, là, ils peuvent se faire refuser du crédit, ils peuvent se faire refuser plein de choses normales que toutes les personnes ordinaires trouvent normales. Nous, on n'y aura pas accès parce qu'on reconnaît utiliser des drogues publiquement. Et qu'est-ce qui aimerait rebondir là-dessus? Est-ce que vous aussi, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce discours-là? Ben oui, c'est sûr que c'est encore très stigmatisé, la consommation. Je dirais que ma consommation de pot ou même de coke, c'était comme pas bien vu, mais ça passait. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à consommer des stimulants comme la méthamphétamine ou le crack, que là, c'était comme... Ouais. Non, là, ça passe C'est plus. sale. C'est ça, c'est... Puis, tu sais, je dis toujours aux gens, tu sais, la grosse différence là, entre le crack puis la poudre, c'est Le juste comme du bicarbonate. baking soda puis du jugement, là. C'est ça, la grosse différence, parce que on consomme, tu sais, tous des substances similaires, puis il y a vraiment comme un jugement sur ces substances-là, puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à plus me cacher, parce que, tu sais, pour mes amis puis pour ma famille, c'était comme, OK, là, Francky est rendu dans la drogue dure, là, c'est plus, Il tu va te sais... il va te mentir, il va C'est ça, oui, il c'est va ça. il va vendre Il est sa plus mère. fiable. C'est ça, Oui, c'était il va comme... vendre sa mère. C'était genre un autre level là, pour eux. Puis là, c'était comme ils m'ont fait une intervention une fois, je suis rentrée chez nous. Oh Puis tous non. mes Oh my amis God. étaient assis. Puis ils étaient comme, là, il faut qu'on te parle, ça va plus bien, là, tu sais. Puis pourtant, tu sais, je fonctionnais autant C'est ça, que moi, quand... pour moi, ma vie, elle va bien. C'est Je ça, comprends moi, pas, ça c'est allait Ça, j'ai bien. pas demandé, j'ai rien demandé. Tu sais, ça m'aidait à travailler, ça m'aidait à avoir plus d'énergie. Puis je dirais aussi beaucoup le côté automédication. Tu sais, je suis pas mal sûre que j'ai un TDAH non diagnostiqué. Puis pour moi, ça m'aidait vraiment à comme focus, à pouvoir faire mon travail, à juste fonctionner normalement. Mais pour eux, c'était comme Non. la fin du monde, tu sais. Puis c'était quelque chose de très grave. Je suis content de dire que maintenant, on a eu des discussions, puis je leur ai appris sur la réduction des méfaits. C'est plus un problème, mais ça l'a été pendant longtemps quand même, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup une question de perception sociale aussi, parce qu'on parle de stigmatisation, mais basée sur quoi? Des fois, c'est des amalgames. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être plus de gens qui connaissent quelqu'un qui sniffe de la coke que quelqu'un qui fume du crack. Puis on dirait que là, tout de suite, l'association, c'est ce qu'on voit, tu sais, la rue Berger, là, tu sais, Oui. là, le bon. Ouais. Puis même chose pour le cristal meth, tu sais, c'est les images qui ont été diffusées, le avant-après, comment que ça détruit, tu sais. Puis, fait que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont faites, tu sais, sur la base de situations très difficiles, là, tu sais, humainement, c'est pas facile de voir des gens vraiment, tu sais, qui en arrachent, mais c'est une petite partie des gens, tu sais, puis la grande majorité des gens qui vont toucher à ces substances-là ne se rendront pas là, mais dans le fond, c'est que notre entourage a peur qu'on se rende là, puis je serais curieux de voir comment tu as vécu ça, le fait que, justement, comme une intervention. Oui, c'est ça. C'est intense. Je dirais à l'intervention, j'ai trouvé ça quand même vraiment difficile puis un peu intense. Mais tu sais, j'ai pas eu juste des commentaires négatifs. Tu sais, je me rappellerai toujours quand j'ai dit à mon père que je consommais du cristal meth, puis j'étais, tu sais, comme, je me sentais vraiment petit, puis j'avais peur d'y en parler. Puis la première chose qu'il me dit, c'est, tu sais, Francky, je vais toujours être fier de toi, puis c'est pas grave là, que tu consommes. Je veux juste que tu fasses attention à ta santé, puis à toi, puis que, tu sais, que tu sois bien là-dedans. Mais sinon, tu sais, c'est ta vie, puis tu fais ce que tu veux avec. Fait que ça m'a vraiment fait un bon mot au cœur. Puis c'est là que j'ai commencé à en parler plus, puis à m'entourer plus de gens, justement, qui acceptent ça, puis qui comprennent mes réalités, plutôt que de rester, justement, avec des amis que c'est comme... C'est ça, ils comprennent vraiment pas c'est quoi cette réalité-là. On a tout le temps cette image-là que quand je parlais à mon médecin, par exemple, que je consommais du cristal meth, tout de suite, il me disait « Ah, ben, t'as-tu un logement? Es-tu dans la rue? Est-ce que tu fais le travail du sexe? » Et tout de suite, c'était
super, là, tu sais, t'es dans le bas fond, là, si tu consommes ça, là, tu sais. Puis j'avais le goût de dire, ouais, mais non. Puis, tu sais, je connais beaucoup de gens avec qui je consomme, qui ont des emplois à temps plein, qui ont des familles, des enfants, tu sais, qui ont une vie, entre guillemets, normale, alors qu'ils consomment ces substances-là, tu sais. Fait que, oui, c'est sûr que l'addiction, c'est vraiment un problème, puis ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui, mais c'est pas parce que tu consommes que tu as nécessairement un problème. Puis ça, on l'a nommé aussi tantôt, là, tu sais, c'est ce qu'on voit, on associe ça à ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, c'est les gens qui n'ont pas d'appartement, alors qu'il y en a plein, là. Tu sais, moi aussi, je C'est ça. consomme du cristal, puis je veux dire, j'ai 2 jobs. Bon, là, il y a eu la crise du logement, j'ai eu de la misère à me trouver un logement, mais mis à part ça, je veux dire, tu sais, j'ai tout le temps eu du monde qui m'ont aidé ou whatever. Tu sais, j'ai pas été dans la rue pendant ces mois-là. Puis avant ça, j'ai jamais manqué d'appart, là. J'ai toujours eu un toit. Puis en ce moment, les gens qui n'ont pas d'appart, c'est pas parce qu'ils prennent de la drogue. Non, Là, on c'est s'entend. ça. Là. La crise du logement, c'est pas causé par la drogue. Ben non, c'est ça. Ouais, et toi, Marjo, justement, parce que tu mentionnais que ça avait plus un aspect positif sur ta vie. Ouais. Est-ce que ça a été bien accueilli par ton entourage? Ben, je te dirais que c'est encore caché, mettons, côté familial, là. Il n'y a pas personne de ma famille qui sait que je consomme. Puis, ben, il ne pose pas non plus la question, là. S'il me posait la question, moi, je le dirais, là. Mais bon, on la pose pas, fait que j'en parle pas. Mais sinon, ben oui, non, je pense qu'aujourd'hui, comme, bon, j'ai vu l'effet négatif aussi dans le sens d'en parler. J'ai perdu plusieurs personnes, puis après ça, j'ai l'impression qu'avec ces gens-là, on m'a associé. Aussitôt que tu dis que tu consommes, on ne voit que ça de toi. Fait que t'es fâché, t'es pas patient, t'es fatigué, ben c'est tout à cause de la dope. Alors que j'ai une personnalité, j'ai des défauts, j'ai des qualités. Ça se peut que je sois fâchée, ça se peut que tu m'as déplu, ça se peut qu'aujourd'hui, ça me tente pas d'être patiente ou ça me tente pas de voir personne. Tu sais, de mettre tout le temps tout sur la faute de la dope. Tu sais, ça a été, mettons, l'effet, je pense, plus négatif que j'ai vécu. Mais au-delà de ça, comme aujourd'hui, tu sais, j'ai plein d'amis, justement, là, qui consomment pas ni ma consommation de choix ou pas pantoute, puis tu sais, où je suis capable de pas voir la différence dans leur regard. Quand ils s'adressent à moi, tu sais, on me voit plus juste comme la toxicomane, mais comme Marjo, dans son entièreté. Tu sais. Au-delà de ça, je suis quelqu'un. Fait que, ouais, ça aussi, c'est positif pour moi, là, Oui. d'être vu comme quelqu'un et non comme une toxico. Là. Mhm. Et toi, Fred, justement, travaillant dans le milieu de la santé, tu disais justement que personne parlait de la consommation. Il y a comme un tabou, là, je pense, dans mon domaine. Ben, en tout cas, moi, je le vis comme un tabou. Je fais juste sortir pour fumer une cigarette, puis des fois, les gens ils me regardent, puis comme le cordonnier mal chaussé, là, tu sais, puis j'ai des commentaires aussi, tu sais. Puis, tu sais, j'ai commencé à fumer un joint de temps en temps, tu sais, avec soit des collègues ou, ben, pas nécessairement, c'est ça, eux autres sont peut-être plus mal à l'aise, mais, tu sais, de me dire, bon, ben, je suis dans un événement social, un 5 à 7, je peux sortir, ben, à la place d'aller fumer une cigarette, j'ai le goût de fumer un joint, tu sais. Mais pour tout le reste, les autres substances, là, tu sais, je peux penser à ecstasy dans mon cas ou d'autres choses, là, il y a vraiment comme il y a un malaise. Puis dans le fond, peut-être qu'il est propre à moi aussi. J'ai peur du jugement. J'ai peur que les gens invalident certaines choses après, tu sais, comme soit de mes attitudes, mes comportements ou de mon travail. Fait que c'est pas quelque chose qui est facile à dévoiler, mettons, dans un milieu professionnel style réseau de la santé, là, où même que je pense que quand on a été embauché, il posait des questions sur les substances, puis tu sais, tu te sens obligé d'un petit peu couvrir, tu sais, pour montrer que je suis pas à risque de développer des problèmes, parce que c'est un peu ça qu'ils veulent savoir. Puis je pense que c'est ça la préoccupation des gens, c'est bon, si tu as une petite consommation occasionnelle comme ça va, mais tu sais, et qu'est-ce qui se passe si tu commences à avoir des difficultés, tu sais, en lien avec ta consommation? Fait que j'ai l'impression que c'est plus des craintes de l'anticipation qu'un jugement direct sur l'usage comme tel. Mais moi, c'est un tabou familial aussi, évidemment. Moi, j'ai deux jeunes adultes. C'est pas tabou d'en parler, mais en même temps, jusqu'où je vais dans le dévoilement de, ben, tu sais, dans 2 semaines, je m'en vais avec des amis, on fait telle affaire. Tu sais, j'ai pas nécessairement le goût de les informer que je fais telle chose. Fait que, mais ils sont aussi conscients que c'est pas juste de l'ordre du passé, puis qu'il peut y avoir une consommation présente, mais il y a un inconfort, je pense, d'en parler, de peur de créer justement ces situations-là malaisantes. Donc, c'est comme un respect un peu de l'univers personnel de chacun. On se partage des informations, mais tu sais, au
au rythme où les gens peuvent l'absorber compte aussi. Là, oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Il y a toute la crainte de c'est quoi le modèle que je lance aussi. Puis, tu sais, je pense que Les conséquences. mais vous le dites bien aussi, une consommation récréative, tu sais, tu veux qu'elle reste récréative, puis des fois, oups, ça devient un petit peu fonctionnel. Tu sais, dans certains cas, tu l'utilises pour gérer certains états ou capacités. Des fois, c'est de la performance. Des fois, c'est... Fait que, tu sais, ça peut glisser un petit peu, puis t'as pas le goût de donner ça à voir, tu sais, ce glissement-là. En même temps, je pense que c'est humain, puis C'est peut-être que ça naturel. permettrait d'en parler parce que tout le monde est à risque à un moment donné que ça glisse. Fait que le fait de... Mais toi aussi, tu le vis. Je pense que ça normalise les choses. Là, tu sais, ça déstigmatise aussi, que ce soit dans l'entourage immédiat ou même en milieu professionnel. Tu sais, je pense qu'on gagnerait à être un petit peu plus ouvert là-dessus pour pas que les gens s'isolent dans leur... en tout cas, dans leur situation quand ça devient un petit peu plus préoccupant. Mais moi, c'est ça que je sens beaucoup comme un inconfort. Je pense que c'est naturel, instinctivement, d'être porté à mentir à propos de sa consommation pour se protéger, parce que justement, on a peur des conséquences qu'on va subir. Puis moi, je suis vraiment une extraterrestre, puis des fois, je fais des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis moi, j'ai dévoilé ma consommation à un assureur, puis je suis inassurable. Je ne peux pas avoir d'assurance collective parce que j'ai dévoilé que je consommais, parce que j'aime pas ça, mentir, moi. Mais j'en paie le prix après. C'est ça. C'est là, je suis plus assurable. Vis-à-vis de l'employeur, de quoi j'ai eu l'air, moi, la droguée pas assurable. Tu sais, tout le monde a une assurance, mais elle, non. Elle n'aura pas l'assurance vie, elle est trop à risque. Ce que ça me renvoyait comme image de moi-même, rien que parce que dans ce temps-là, c'était rien que du weed que je consommais. J'étais pas encore rendue à cet âge. On m'a fait essayer plein d'autres choses, mais dans ce temps-là, c'était juste du weed. Puis juste pour ça, tu sais, c'est comme un autre obstacle. Ah, ben pas d'assurance. Puis là, ils se parlent, eux autres, c'est écrit où, ça, que je prends de la drogue? Pour combien de temps? Ouais. Fait que Ben, c'est moi aussi, ça. je me suis fait refuser, puis moi, il m'avait fait faire un test d'urine. C'était pas avec la job, là, c'était vraiment pour une assurance personnelle de vie. Puis, ouais, j'ai été refusée. En fait, ma mère m'avait pris une assurance, fait que l'agent vient à la maison, fait faire un test d'urine, refusé à cause de substances illicites ou je sais pas trop, là, je sais pas qu'est-ce qui était marqué, mais bref, on m'a refusé quand même. Fait que, Mais on en paie souvent le prix quand on est honnête par rapport à notre ben moi, consommation. j'ai même pas été honnête, moi, je n'avais pas parlé, mais ils m'ont fait un test d'urine. Oui, ça, c'est dur à Ouais, cacher. C'est ça, c'est dur à cacher à ce moment-là. Moi, c'est ça. Puis là, j'étais comme, ouais, je dis quoi, là? Fait que, ouais. Puis même le service, tu sais, le système de santé, j'ai l'impression aussi, soit que, tu sais, les médecins, ils vont soit prétendre savoir mieux que toi qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour toi, puis le fait d'être dévoilé va venir nuire après ça, pour que ça soit... renforce Ben leur idée. oui, puis tu sais, ça va être soit qu'on va te refuser un certain traitement, ou à l'inverse, comme moi, mettons, moi, je suis diagnostiquée TDAH puis tout, puis on m'a donné une molécule qui me faisait fuck all. Pendant au-dessus d'1 an, j'ai demandé à me changer la molécule, ou ce que le médecin il a refusé catégoriquement à chaque fois. Fait qu'à la fin, ben, je faisais juste prendre ma prescription, j'allais voir mon pusher, puis je l'échangeais, là. Tu sais? Fait que, à quel point, genre, tu prétends savoir mieux que moi ce que ton médicament me fait. Tu sais, je te dis que ça me fait rien. Écoute-moi, je sais pas. Fait que, tu sais, comme... Est-ce que, ben, je mets pas ma dépendance sur la faute du système de santé, mais je pense qu'il y a eu un manque quand même à quelque part parce que moi, je considère que je m'automédicamente parce que j'en ai besoin pour fonctionner. Alors que, tu sais, en tout cas, j'aurais pu avoir accès à quelque chose de plus safe. C'est pas rare, là, ce qui marche. Il y a des gens qui échangent leur prescription parce qu'on leur prescrit pas ce qu'ils ont demandé. Il y en a une méchante gang. C'est pas rare. C'est très stigmatisant de dire à son médecin qu'on consomme. Justement, j'ai passé mon test pour le TDAH, puis il me dit de toute façon, je te prescrirai jamais de la médication pour ça à cause de ton historique de consommation. Fait qu'il me dit ça sert à rien de continuer à faire des tests puis à aller dans cette lignée-là. Il me dit je te prescrirai jamais ça. Fait que, tu sais, juste parce qu'il sait que j'ai un problème de consommation avec les stimulants. Alors que, tu sais, si tu as choisi les stimulants comme drogue de choix, puis que si ça devient une dépendance à la base, c'est que ça vient combler quelque chose. C'est ça. Tu sais, sinon, ça aurait resté récréatif. Alors qu'on sait qu'un traitement TDAH, c'est un stimulant. Fait pourquoi pas? Tu sais? Ben, c'est ça, j'ai demandé, tu sais, même en approvisionnement sécuritaire, ça serait pas mieux que tu me prescrives ça, que je continue à aller voir mon pusher, que ça peut être coupé avec n'importe quoi, tu sais. C'est comme la logique et pas là, ça fonctionne pas. Là. Non. D'accord, il y a eu vraiment pas de discours ouvert justement avec certains médecins.
Ben, ça Ouais. commence, là, mais c'est Ça plutôt commence. rare. Là. Oui, c'est rare. Souvent, il faut mentir à notre médecin. Il faut mentir pour avoir la prescription qu'on veut. Il Ouais. faut mentir à propos de notre consommation. Sinon, il veut décider, c'est ça. Il veut décider à notre place. Puis souvent, moi, j'ai un médecin qui est anti-drogue. Ça va toujours être mauvais. Il est anti la réduction des méfaits. Il comprend pas ça. Fait que je peux pas parler de ça. Je peux pas aborder ce sujet-là. Puis on va travailler sur tous les autres aspects de ma santé. Mais, tu sais, ma santé ne sera pas aussi bien prise en charge que si je pouvais être 100% honnête avec mon médecin. C'est ça la réalité. Moi, pendant des années, je faisais même pas les prises de sang à C'est cause ça. de ça. Comme là, j'en ai eu cette année parce que je participe au CHUM pour l'étude avec le cristal. Mais genre, ouais, c'est ça. Mais pendant comme au-dessus de 7 ans, là, j'ai pas fait de prise de sang pour pas que mon médecin, parce que moi aussi, le mien, il est anti-drogue, il est grossophobe, il est anti-dope, il est tout. Fait que, tu sais, son remède, lui, à tout, c'est de perdre du poids, là. Ouais. Fait que genre, à un moment donné, fait que c'est ça. Fait que pas de prise de sang, ben, t'as pas de bilan de santé. Fait que, tu sais, ça vient nuire aussi à longue, là. Ça peut être super dangereux aussi. oui. Tu sais, comme j'avais remarqué personnellement que moi, la consommation de cristal faisait une interaction avec mes antidépresseurs. Puis ça me causait de faire vraiment beaucoup de tachycardie. Puis ça peut devenir dangereux. Puis j'en ai parlé à mon médecin. Puis sa réponse a été arrête de consommer. Puis j'étais Évidemment. comme OK, mais c'est parce que ça réglera pas le problème. Je peux pas juste arrêter de consommer. J'ai besoin que tu m'aides avec ça. Puis c'est en allant à une autre clinique que là, le médecin elle a fait une recherche, puis elle a fait, ben oui, t'as raison, ta marque d'antidépresseur, puis le cristal, ça fait une super grosse interaction vraiment dangereuse, on va changer tes antidépresseurs. Puis si ça n'aurait pas été de ce médecin-là, probablement que j'aurais soit arrêté de prendre mes antidépresseurs, puis ça aurait pu affecter le reste de ma santé, tu sais. C'est comme, il faut que tu travailles avec la personne dans la réduction des méfaits, tu sais, ce que ce médecin-là a fait en changeant ma prescription. Puis ça aurait dû être fait dès le début au lieu de juste me dire arrête de consommer. Donc, vous trouvez qu'il y a peut-être un besoin, quand on forme les médecins, d'avoir peut-être plus de cours sur la réduction des méfaits? Ah, clairement. Oui, définitivement. Clairement. Ouais. Clairement. C'est drôle, tu sais, on a parlé de tabou, puis je réalise en discutant que c'est pas tant un tabou qu'une crainte d'un préjudice face à en parler. Fait que c'est Oui. pas comme le tabou, il y a comme quelque chose de honteux ou de, tu sais, on veut pas... Mais c'est pas de la honte, Ouais. c'est Non, on est vraiment... c'est que les gens vont avoir une réaction inadéquate face Ouais, à c'est à notre usage, puis c'est devant ça. Puis tu sais, tu parles C'est des le assurances, méfait. du médecin, C'est exactement ça. Nous autres, on pense que les méfaits sont surtout causés par la stigmatisation puis la prohibition, bien plus que par la substance elle-même. On pense que c'est vraiment la stigmatisation puis la prohibition qui met de la pression sur les utilisateurs, puis qui rend les substances toxiques et qui fait qu'on est démunis puis on devient des criminels. Moi, personnellement, la première fois qu'on m'a shooté, c'était à l'hôpital. C'était pour un test, puis c'était pas pour la douleur. Puis on m'a dit... Puis dans ce temps-là, j'avais beaucoup plus de poids, puis la drogue, ça fait beaucoup effet sur moi. Ils m'ont dit, c'est quoi ton poids? Puis là, j'ai dit, mais vous allez trop m'en donner. Ils m'ont dit, tu sentiras rien. Puis j'ai eu c'est la première fois qu'on m'a shooté de la morphine, puis c'était merveilleux. Puis même si on m'avait dit que je sentais rien, moi, je vous garantis que je l'ai senti, puis j'oublierai jamais ça. Puis tu sais, on veut y retourner, justement. Puis quand on me donne la morphine après une opération, on me dit, prends-en tant que t'en as besoin. Puis moi, je dis, non. Après 2 jours, j'arrête. Puis si j'ai encore mal le 4e jour, le 3e jour, c'est rien, j'endure. Puis si j'ai encore mal le 4e jour, je vais en prendre un peu. Mais non, faut pas que t'endures la douleur. Oui, ben c'est ça. Puis après ça, tu vas me couper ma prescription. Puis là, moi, je vais rembourser à être obligée d'aller dans la rue parce que j'ai pas été sevrée. Puis ils réalisent pas ça du tout, les médecins. Puis je comprends parce qu'humainement, tu veux voir quelqu'un souffrir, c'est difficile. Fait que les autres, là, ils ont la patch. Là. Vas-y, prends du fentanyl, prends de la morphine, je vais te le prescrire. Puis après ça, t'es hors de sa vue, puis tu souffres plus, puis là, t'es plus dans ses jambes. Mais nous, on reste pris avec ça après. Puis si le médecin, il décide du jour au lendemain d'arrêter de nous prescrire la substance qu'il nous a initialement prescrit, ben c'est ça, on est pris avec ça. Nous autres, on n'est pas nécessairement prêts à arrêter à ce moment-là. Et justement, est-ce que tu as déjà eu peur de perdre le contrôle face à ta consommation? Oui, c'est Oui. sûr, mais c'est en étant conscient de son corps, puis justement, tu sais, si je vais faire une opération, moi, personnellement, c'était pour aller mieux, c'était pour prendre ma santé en charge, donc j'avais pas l'intention de prendre trop de morphine pour créer un autre problème après. Fait que j'étais consciente de ça. Mais c'est ça, j'allais bien. J'avais un appartement, mon loyer était payé, même si j'étais en congé de maladie. Tout était en place pour que je puisse limiter ma consommation de morphine puis dire, bon,
demain, je vais endurer que ça fasse un petit peu mal parce que je veux pas me ramasser, parce que sinon, dans 4 jours, je vais brailler puis je vais me chicaner avec tout le monde. Tu sais, fait que je le sais. Mais c'est ça, c'est que quand tout est en place pour que tu puisses prendre soin de toi, c'est facile. Mais si j'avais été dans la rue, tu sais, parce que je connais des gens qui sortent d'une opération puis sont dans la rue après, C'est là, ça, quand ton on pense congé à la pyramide d'hôpital. de Maslow, je veux dire, C'est ça. c'est là où que la réduction des méfaits elle prend tout son sens aussi. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, t'as pas de logement, t'as pas tes besoins de base, comment tu peux... Puis qui c'est qui ferait la rue, qui habiterait la rue, genre, en étant en jeun? Voyons donc. C'est insensé de penser que c'est faisable, que c'est ça pour toutes les raisons possibles. Et justement, qu'est-ce que vous pensez comme moi, je sais que j'ai un petit peu été éduquée de cette manière-là et j'ai déconstruit cette idée-là, mais on m'a souvent dit évite de donner de l'argent aux personnes en Ils vont aller itinérance. s'acheter de la drogue. Exactement. mais non, ça, ça, what? c'est... Il n'y a rien Ça, c'est qui la me dernière frustre chose. plus qu'entendre ça. Tu sais, je me dis, premièrement, tu donnes de l'argent à quelqu'un. Tu sais, tu fais un don. La personne, là, elle le sait elle-même, c'est pourquoi qu'elle a besoin de cet C'est pas argent-là. tes C'est affaires. qui, Oui. toi, pour dire tu devrais aller t'acheter telle affaire? Tu sais, Ben oui, on aimerait ça- mieux qu'ils mangent, mais en même temps, tu sais... Oui, mais encore là, tu sais, je me dis, si la Mais personne, c'est ce qu'elle a besoin, c'est sa consommation, Oui, oui, puis c'est pas ça. manger. C'est plus facile de trouver de la Ben, bouffe gratuite que de la drogue gratuite, ben, là, soyons Chris. honnêtes. Là. Tu sais, je me dis, si tu as besoin de consommer, va consommer si Ben c'est ça oui. que tu as besoin. Tu sais, t'habites la rue, là. Tu sais, t'as besoin de quêter. Si on ne Déjà. compte pas besoin de cette personne-là, c'est quoi la conséquence? Est-ce qu'elle va aller mieux? Est-ce que j'ai fait une bonne action en refusant de donner de l'argent à quelqu'un qui me dit j'en ai besoin? Mais c'est Puis ça. si je donne un sandwich à la place, là, qu'est-ce que j'ai, tu sais, c'est quoi? Je suis une meilleure personne là, parce que tu sais, justement. Ces sandwichs-là, la personne n'en avait peut-être pas besoin à ce moment-là. Peut-être qu'elle souffre, puis c'est la consommation qu'elle avait besoin. Fait que, tu sais, je me dis, encore là, réduction des méfaits, on est les mieux placés pour savoir c'est quoi nos besoins qui ont besoin d'être comblés à ce moment-là. Fait que si à ce moment-là, moi, c'est de la drogue que j'ai besoin, ben je vais prendre 5$ puis je vais aller acheter ça. c'est Là. ça. Si j'ai besoin de la sandwich, ben là, ça va me faire plaisir de la prendre ou d'aller m'en acheter une, mais... Tu sais, je me dis, on est qui pour dire à cette personne-là, voilà ton besoin, voici comment tu vas le combler. T'es pas à C'est sa place, tellement là. collé. C'est patriarcal. Ah, c'est tellement- oui. C'est ça, C'est ouais. infantilisant. Oui, Et on effectivement, dit à la c'est personne, très non, infantilisant. va manger. Non, mais je vais te donner ça à la place. Alors que toi, tu sais. prends tes antidépresseurs chaque matin ou genre... Oui, ça, c'est bien legit, là. Mais tu sais, ouais. Mais c'est ça, je pense que le rapport à la consommation change aussi d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont consommer vraiment pour se récompenser ou pour célébrer quelque chose. La même personne, à certains moments, va consommer plus pour s'adapter à des situations, puis comme C'est on ça, disait mais ça tantôt, va pour combler être toujours fonctionnel. quelque chose. Mais moi, je vois des personnes qui ont besoin de la consommation pour survivre. Tu sais, c'est un moyen de protection. Ben oui. Fait que comme tu dis, ben, on voudrait pas nécessairement qu'ils arrêtent de consommer, ces personnes-là. À ce moment-là, ils en ont tellement besoin. Fait que tu sais, c'est le jugement qu'on porte sur la consommation de quelqu'un d'autre en se disant, ben moi, tu sais, je consomme de façon récréative, fait que c'est moins correct, tu sais, d'avoir besoin de ça pour survivre, alors que au final, tu sais, le rapport de chacun, tu sais, personnel, mais aussi peut évoluer, là. Exactement, ça va changer au cours du temps, tu sais. Ben, moi, j'ai eu une consommation récréative. Ça m'est arrivé à un moment donné d'en avoir besoin un petit peu pour faire des choses, tu sais. Puis c'est là où, tu sais, la petite lumière à l'allume, tu sais, oh, fais attention, c'est en train de glisser. Puis, tu sais, des pertes de contrôle. Moi, à cause de médicaments, justement, à un moment donné, j'étais sur un traitement d'antidépresseur, puis peut-être que le fait de consommer les fins de semaine, tu sais, des substances, ça faisait comme des gros up and down, puis ça faisait que j'avais de la misère à me sortir de cette espèce de trou-là dans lequel j'étais, là, tu sais, avec des humeurs plus dépressives, puis moins de motivation, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être le cas pour plusieurs personnes. À un moment donné, il faut que tu prennes un break, tu sais. C'est pas nécessairement de dire, je dois arrêter de consommer, ou, tu sais, j'ai un problème, je dois aller chercher de l'aide, mais plutôt, je pense que je vais me laisser un petit peu d'espace pour me donner une chance de remonter des choses. Fait que, tu sais, la perte de contrôle, je pense qu'il y a aussi de différentes façons de s'en rendre compte, puis aussi de l'adresser. C'est pas nécessairement arrêter de consommer, changer de produit, changer d'entourage. Des fois, c'est peut-être juste de dire... Je vais slacker un peu, je vais me donner d'autres activités, tu sais, pour me divertir, puis, tu sais, me nourrir, tu sais, de d'autres choses, mais pas juste la consommation. Moi, dans le cadre de mon travail, c'est rare que j'ai... il y en a là, qui sont tombés dans la rue par rapport à justement une perte de contrôle de la consommation, mais plus souvent que pas assez, je te disais que qu'est-ce que je rencontre, c'est des gens qui ont commencé à consommer parce qu'ils se sont retrouvés à la rue. Pas l'inverse. Fait que, tu sais, on va souvent dire, justement, tu sais, on a tout perdu, non. Mais il y en a beaucoup aussi que, tu sais, ils vont consommer, mettons, des stimulants pour pouvoir se protéger, pour surveiller leur affaire, pour pas se faire voler. Après ça, ils vont prendre un downer pour pouvoir dormir. Tu sais, fait qu'à un moment donné,
c'est ça, c'est de la survie plus que, tu sais, je suis en perte de contrôle de consommation pour X, Y raison, là, mais tu sais, c'est de la survie. Faut arrêter c'est ça. Tu donnes de l'argent ici. Oui, Ouais. mais C'est supposé être un bon geste là, de mais bonne oui, foi. puis Fait il que- faut qu'on demeure conscient qu'on est, on est tous déconnectés, on n'est pas à la place de l'autre, puis il faut prendre la parole de l'autre, il faut y faire confiance. Puis nous, on a une membre qui nous racontait la semaine dernière qu'elle s'est fait donner 4 manteaux il y a 2 semaines. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec 4 manteaux d'hiver? Elle en a déjà un sur le dos, puis elle est dans la rue. Donnez-y de l'argent, laissez-la tranquille, tu sais. Ouais. On est complètement déconnectés. À un moment donné, quelqu'un qui disait qu'il y avait eu 3 dindes à Noël. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il y a pas avec 3 d'appart. dindes? Il n'y a même pas de T'sais, four. Puis là, toi, t'es bien fier. J'ai fait la bonne chose. Non, demande à l'autre. Mais prends juste le temps au moins de discuter avec la Ouais. personne. Tu sais, porter juste un regard. Là. Déjà, Ouais. ça c'est une belle action. Tu sais. Ouais. Ouais. D'arrêter d'ignorer aussi ces personnes-là, ce serait déjà un gros plus. Puis de prendre le temps de leur parler. Ils sont pas si méchants que ça, là. Pas méchant dans tout. non. Tu sais, c'est ça, je dis souvent aux gens, si t'as pas d'argent, juste prendre le temps, tu sais, juste un regard, juste d'humaniser la personne, puis Dis d'arrêter de faire comme si la personne n'existait pas, puis qu'elle était pas là. Ça peut faire une grosse différence Tellement. dans la journée de cette personne-là. Puis, tu sais, quand je pense à la consommation, je me suis toujours dit, tu sais, la drogue, c'est pas le problème, c'est la solution. Ça peut être une solution à tes traumas, ça peut être une solution à ton anxiété, ça peut être une solution à juste vouloir avoir du fun, mais, tu sais, ça part de quelque chose. Fait que souvent, Il y a quand une je vois fonction. que Ouais. il y a une fonction exactement. Puis quand je vois que je déboule, souvent, je me rappelle, OK, mais pourquoi j'ai commencé à consommer à la base? Puis des fois, je peux me dire, OK, ben je me sentais plus dépressif ou il y avait tel problème. Puis là, si je vois que la drogue n'aide plus à régler ces problèmes-là, ben là, je peux commencer à penser, OK, quelle autre solution je pourrais avoir à ce problème-là qui n'est pas nécessairement de la consommation. Mais si j'avais pas la réduction des méfaits, probablement que je ne penserais pas de cette optique-là. Fait que, tu sais, quand tu dis que la réduction des méfaits, ça l'aide à rester sobre, je suis super d'accord avec ça. Tu sais, autant que ça m'a aidé à consommer de façon plus sécuritaire, ça m'a aidé dans mon processus de sobriété. Puis, tu sais, c'est ça, la réduction des méfaits, les gens, ils pensent, ah, ben, si tu fais de la réduction des méfaits, c'est parce que tu encourages les gens à consommer. Non. Au contraire, tu vas avec la personne où elle est dans son cheminement. Ça peut l'aider à, oui, continuer à consommer si c'est ce que la personne veut, mais si la personne veut arrêter, c'est bon aussi, la réduction des Correct, il y a méfaits. une Là. zone Puis grise. c'est ça. Si je voulais m'engager dans une démarche d'abstinence, ce serait quelque chose de graduel. C'est ça, ça pourrait pas être tu mets ça dans un coffre-fort puis je peux plus y toucher. Oublie ça, je vais m'arracher à la Ben peau ouais. et les cheveux. On n'est pas tous faits pareil. On n'a Non. pas tous les mêmes besoins par rapport, même quand on veut arrêter ou diminuer la consommation, on n'a pas tous besoin d'être éloigné de la substance nécessairement. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est souhaitable. Des fois, c'est pas possible. C'est ça. C'est ça. En plus, oui, parce que c'est toute ta communauté aussi. Mais oui. Tu sais, comme Marjolaine, ce qu'elle disait tantôt, là, qu'elle était un peu plus tout seule, puis finalement, elle a trouvé une communauté. On trouve des gens qui nous ressemblent. Puis pas juste des consommateurs. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis qui consomment pas en tout. J'en ai d'autres qui consomment la même drogue que moi. Il y en a d'autres qui consomment autre chose. Mais dans tout ce beau monde-là, c'est qu'ils sont capables de me regarder comme un être humain normal. Puis qu'ils sont capables de passer au-delà du fait que je consomme. Tu sais. Mais quand même, ces mêmes gens-là, des fois, ils vont me dire aussi de me cacher. Mettons qu'on va avoir, ils vont avoir d'autres de leurs amis qui viennent d'un autre cercle Faut pas différent. que tu sois jugé, Ouais, tu sais, c'est sûr que c'est de la protection pour moi, puis c'est Oui, dans oui, une mais- bienveillance, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Ça reste quand même stigmatisant. Là. Ouais. Je pense que j'aimerais revenir sur l'expérience de Frankie, où justement tu nous disais qu'au départ, ta consommation, c'était vraiment quelque chose qui était plus bénéfique. Mhm. Et là, petit à petit, ça commence à plus avoir un aspect un petit peu de nuisance. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette comme transition-là de bénéfique à nuisance et comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as des techniques qui t'aident à pas perdre le contrôle ou est-ce que justement tu es en train de vivre ça en ce moment? Ben, je dirais que la réduction de méfaits m'a vraiment aidé dans le sens que avant, je consommais, mais je n'étais pas nécessairement au courant des effets de ma consommation sur mon système. Je n'étais pas au courant, tu sais, justement, des effets négatifs, des effets positifs. En me renseignant, puis en ayant plus d'informations pour pouvoir faire des choix plus éclairés, j'ai réalisé que ma consommation m'a vraiment beaucoup aidé à gérer mon stress, gérer mon anxiété, rester éveillé, travailler, tout ça, mais que au fur et à mesure, avec le temps, les effets négatifs, comme justement la paranoïa, justement causer plus de stress qu'en enlever, ces choses-là, ça commençait à m'affecter. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, cette substance-là qui m'aidait
ne m'aide plus. Donc maintenant, je vais essayer d'arrêter d'en consommer. Puis c'est là que j'ai commencé mon processus d'abstinence. Puis, tu sais, je dirais que je suis là-dedans en ce moment, là. Ça n'a pas toujours été facile, puis ça va vraiment, tu sais, up and down un peu, dans le sens que j'ai été, tu sais, des fois 3 mois sans consommer. Après ça, j'ai recommencé. Après ça, un 6 mois. Après ça, j'ai recommencé à consommer. Puis une chose qui m'aide vraiment aussi avec la réduction des méfaits, c'est que souvent, quand on recommence à consommer, on se dit tout le temps, tu sais, on a tendance à se taper sa tête puis à se dire on a fait une mauvaise job ou tu sais, c'est une rechute. Tu sais, puis tout le travail que tu as fait pour te rendre là, tu sais, il mène nulle part. Alors que non, tu sais, c'est pas linéaire, puis c'est un apprentissage tu sais, qui va toujours être là à chaque fois que j'arrête de consommer à nouveau. Je recommence avec un meilleur bagage que la fois d'avant, avec plus de connaissances que la fois d'avant, puis ça rend juste ça plus facile, tu sais. Puis là, avant, le plus loin je m'étais rendu, c'était 6 mois. Là, j'ai fait un 9 mois. Fait que là, tu sais, c'est toujours Une réussite à une chaque fois. réussite là. à chaque fois. Puis, tu sais, c'est... Plutôt qu'un échec à chaque Plutôt fois qu'un que tu échec, consommes. exactement. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que ça aide vraiment à comme... Tu sais, ça rend le cheminement plus facile. Puis aussi, c'est oui, en ce moment, je veux plus consommer de stimulants, mais est-ce que ça veut dire que j'en consommerai plus jamais pour le restant de mes jours? Pas nécessairement. C'est juste qu'en ce moment, dans la période où je suis dans ma vie, c'est plus un bénéfice pour moi de consommer. Mais est-ce que ça veut dire que dans quelques années, je voudrais pas recommencer à consommer? Tu sais, je m'empêche pas de rien faire. C'est juste que j'y vais en ce moment, comment je vis, ça ne m'aidait plus. Puis c'était vraiment propre au cristal meth, mais tu sais, comme le pot, j'en consomme encore parce que ça, je considère que c'est pas quelque chose qui a un effet négatif sur ma vie. Fait que ça, je continue à en consommer. La coke, de temps en temps, j'en consomme parce qu'encore là, c'est pas ma drogue de choix qui me causait des problèmes. Fait que oui, je suis abstinent dans un sens, mais aussi, je continue à consommer les drogues qui, pour moi, sont un plus, là, un bonus à mon quotidien. Mais c'est ça que j'aime avec la réduction des méfaits. C'est vraiment toi qui reprends le pouvoir, qui te connais le mieux et qui gère ta consommation avec les différentes choses qui peuvent arriver dans ta vie. Et tu vas avoir différents types de consommation à différents moments, mais c'est toi qui as les informations sur les substances, sur toi-même, et qui va décider comment gérer tout ça et comment gérer les risques. Mais je pense que Chantal l'a bien dit, c'est une démarche d'empowerment. Là. C'est ça. C'est pas tant réduire la consommation ou en arrêter une puis continuer l'autre, c'est vraiment comment tu reprends du pouvoir. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Puis toi-même de façon autonome aussi, que ce soit pas un intervenant, un médecin ou du monde qui te dise le cheminement que tu devrais prendre, mais tu es capable d'autodéterminer là, les étapes, puis qu'est-ce qui signifie un succès pour toi aussi. Puis, Exactement. Je trouve qu'empowerment, c'est vraiment le bon mot pour ça, là, de pouvoir avoir les informations pour faire un choix éclairé pour ta santé puis ta vie à toi. Ça fait tellement une grosse différence plutôt que l'abstinence ou la prohibition où on dit passe-en pas, regarde pas ça, fais pas ça. Pourtant, l'alcool, ça a déjà été prohibé, puis tu sais, Ouais. on a vu les méfaits que ça faisait. Exactement. C'est vraiment un exemple parfait. Là. Quand l'alcool était prohibé, les gens buvaient. Ils n'ont pas arrêté de boire. C'est juste qu'ils buvaient des substances. C'est ça. Ils buvaient des substances qui les rendaient aveugles, qui les rendaient malades, qui étaient super dangereux. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu ça légal. Puis là, maintenant, les gens ils peuvent boire dans des bars qui, selon moi, c'est comme des centres de consommation supervisés. Là. Je veux dire, tu es dans un bar, tu es avec d'autres gens, les gens te supervisent pendant que tu as ta consommation de choix. Ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème que moi, je veux consommer du cristal si j'en ai envie? Si c'est ça qui me fait du bien, pourquoi est-ce que je pourrais pas le consommer de façon supervisée? Pourquoi je pourrais pas l'avoir de façon sécuritaire? Même avec tes amis. Tu sais, C'est pourquoi ça, eux même peuvent pas avec prendre mes une amis. bière pendant que moi, je prends C'est ça, d'autres choses? exactement. Mais parce que le gouvernement a décidé que ça, c'était des substances qui n'étaient pas correctes, ben là, encore là, justement, la criminalisation, comme tu en parlais, c'est un gros problème. Puis c'est ça qui nuit aux gens, en fait. Là. C'est la criminalisation, puis toute la stigmatisation, puis la prohibition. Là, c'est pas la substance, là, le problème. On n'a pas remis l'alcool. L'alcool n'est pas redevenu légal parce que c'était moins risqué, plus sécuritaire, meilleur pour la santé. Là. Non, c'est pas pour ça du tout. Là. C'était pas... Puis si on regarde aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont là à cause de l'alcool. Il y a plein de maladies
maladie coronarienne, il y a toutes sortes oui. de maladies, si on y va statistiquement. Puis pourtant, quand on regarde dans les médias comment les personnes utilisatrices de drogue sont démonisées, on regarde par exemple un roman comme Stat, le soir à 7 heures, où est-ce que là, on montre la crise des surdoses, puis là, ils arrivent tout en même temps, ils surchargent l'urgence, ils prennent la place des vrais patients, mais la réalité, c'est pas les personnes utilisatrices de drogue qui réclament le plus de soins dans les hôpitaux puis à l'urgence en ce moment. Vite, là. Et si on part un peu plus, si on revient vers la consommation récréative, à part le fait de perdre le contrôle sur la consommation, quel risque est-ce que vous voyez pour des personnes qui veulent le consommer en festival ou chez eux, mais de temps en temps? Moi, j'ai toujours mon point, c'est les risques sont vraiment propres à chaque personne, puis dans différents contextes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un risque propre à une substance ou, comme tantôt tu nommais les opiacés, pour moi, ce serait un risque de consommer des opiacés parce que moi aussi, j'en ai eu dans un contexte de médical, puis j'étais tellement bien que je me suis dit, mais ça, c'est dangereux pour moi. Sur le plan récréatif, j'irai pas là. Mais pour d'autres personnes, c'est pas ça le risque. Je connais du monde que ça a été le GHB qui a été un risque pas pire à cause de la dépendance physique, puis tout ça. Alors que moi, j'ai touché à ça quelquefois, puis ça représentait aucun risque pour moi. Là. Fait que c'est vraiment propre à chaque personne, puis je dirais même chaque personne, mais indépendamment des contextes, du moment dans leur vie, certaines substances sont plus... Pas toujours le même effet. C'est ça. ça. J'allais dire la loi de l'effet. C'est ça. C'est tellement important. Tu peux pas, on peut pas donner des exemples de risques pour la population générale. On a tous, c'est ça, ça va tout nous affecter à des moments, de façon différente d'une personne à l'autre. Moi, je pense que le meilleur qu'on peut faire, c'est vraiment encore là, c'est de s'éduquer. Puis de connaître les risques, les effets, connaître la loi de l'effet, connaître... C'est ça, connaître comment ça l'affecte avec... Mettons que tu prends de la médication, comment est-ce que ça peut affecter ta médication si tu n'en prends pas? On est tellement tous différents d'une personne à l'autre. Je pense que la meilleure façon de savoir les risques, c'est vraiment juste de s'informer, en fait. Oui, puis de garder en tête que le risque zéro, il n'existe pas. Exactement. Non, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous diriez que vous mettriez les substances, si on regarde juste comme la molécule, toutes sur un pied d'égalité? Moi, je dirais quasiment oui, parce que, quand on parle de drogue dure, drogue douce, pour moi, de la drogue dure, c'est un joint. Il n'y a rien qui me gèle plus que ça. Je suis coupe comme ça se peut pas là-dessus. Alors que je vais fumer du cristal chaque jour, je vais être fonctionnel, je vais aller travailler, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Mais fumer un joint, par exemple, là, je suis plus fonctionnel, mais pas pour 5 cents, je suis même pas capable d'avoir une conversation. Fait qu'est-ce qui est drogue dure, qu'est-ce qui est drogue douce, selon qui, selon quoi? Ça n'existe pas vraiment. Pas pour moi, en tout cas. Ils sont toutes différentes, puis ils ont ça. tous des effets différents sur chaque personne. Puis c'est ça. Moi, c'est quand moi, donne-moi pas du cristal. C'est que tu vois, moi, sur le cristal, je peux dormir, je peux manger. Ça. Si moi, j'ai l'impression que je vais vouloir me là. pogner, tu sais, que je suis déjà trop prime. Fait on a chacun notre façon, notre personnalité, notre corps est pas exactement pareil, réagit pas de la même façon. Fait que qui suis-je, moi, pour dire cette drogue-là est bonne, celle-là est vraiment dangereuse? Pour moi. Je peux parler pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut avoir l'effet contraire. Tu sais, justement, les stimulants, pour moi, c'est pas bon, mais pour plein de gens que je connais, c'est l'idéal. Fait que c'est chacun moi, c'est sa ce qui substance. me rend fonctionnel. Alors que récréatif, mettons, qu'est-ce que je considère comme drogue récréative? Pour moi, ça va être MDMA, kétamine, GHB, moche, acide, tout ça, je sais que ça va toujours rester que récréatif parce que je trouve ça plate de faire ça tout seul. J'ai besoin de le vivre avec quelqu'un. Alors que les stimulants, pour moi, c'est ce que j'ai besoin pour me lever le matin. Là. C'est comme la première chose que je fais en me levant, c'est de consommer. Après ça, je déjeune. Après ça, là, je fais ma journée. Mais c'est ton café le matin. C'est ça. Mais je suis capable de manger là-dessus, je suis capable de dormir. Il n'y a rien qui m'empêche de... À toutes les nuits, je manque pas une nuit de sommeil. Là. Fait que, c'est de voir. Fait que je pense que qu'est-ce qui est bien, en fait, quand c'est récréatif, puis de faire attention, c'est justement la contamination. Les gens, surtout avec qui t'es, ça va tellement avoir un effet... De savoir que tu peux te laisser aller, surtout sur les drogues que je viens de nommer, surtout comme, mettons, acide, kétamine, quand tu sais que tu peux te laisser aller, ton trip, il va être bien meilleur que si tu sais pas où t'es, avec qui t'es, puis là, c'est là que ton buzz, il peut prendre un tout autre... Puis là, les psychoses peuvent embarquer, puis c'est bien plus... t'es plus à risque, en tout cas. Ouais, donc comme tu dis, au final, c'est vraiment propre à la personne, l'interaction avec la substance, mais il n'y a pas comme de drogue douce, drogue dure, drogue récréative. Non, je pense pas. C'est juste toi, ta relation avec celle-là. Ben oui. Donc, les risques vont être vraiment propres à toi.
Moi, je dis toujours que la réduction des méfaits, l'un des premiers principes, c'est qu'il faut suspendre son jugement. Il faut accepter qu'on n'a pas toutes les réponses, que les réponses, les solutions, c'est l'autre qui les a. Puis nous, on peut peut-être avoir des outils, mais les réponses puis les solutions viennent de l'autre. Ils viennent pas de le pseudo-expert. Il faut suspendre comme intervenant, comme personne externe. Il faut suspendre son jugement pour accompagner adéquatement l'autre, d'après moi. Moi, je pense qu'on a parlé de risque par rapport à la consommation puis de la stigmatisation. Moi, je dirais que, dans le fond, la crainte de la stigmatisation, le risque se situe là. Plus souvent qu'autrement, si on avait moins peur d'être stigmatisé, on aurait peut-être moins peur d'en parler, peut-être qu'on aurait plus de facteurs de protection autour de nous, mais le fait de craindre un peu, pas juste le jugement, mais ça, je pense que ça a été bien nommé aujourd'hui, les conséquences de parler de sa consommation, les préjudices que ça peut amener, bien, ça fait en sorte que ça augmente les risques pour les consommateurs, qu'ils soient récréatifs ou adaptatifs ou de survie, là, disons ça comme ça, là, peu importe la raison pour laquelle tu consommes ou les besoins que tu viens combler par ça. Je pense que le risque est pas seulement, mais en tout cas, s'il y avait moins de stigmatisation, je pense qu'on réduirait les risques là, pour tout le monde. Ouais. Oui. Mais je pense aussi, comme si on peut revenir, on a justement parlé un petit peu de l'image de la personne qui consomme, qui est dans la rue, itinérance, etc. Je pense qu'avec cette image-là, il y a aussi des risques qui viennent pour des personnes qui vont s'auto-stigmatiser et s'imaginer qu'ils ne peuvent pas être dans cette position-là, qu'ils ne peuvent pas avoir des risques ou des problèmes avec leur consommation parce qu'ils ne veulent pas s'associer à cette image-là qu'à la société et qui ensuite, du coup, ne vont pas aller vers les services qu'ils demandent sans le savoir. Et je dirais que ça aussi, c'est vraiment un message que j'aimerais comme laisser dans cet épisode-là. C'est que, oui, il n'y a pas des problèmes pour tout le monde, mais quand il y en a, il n'y a pas comme une image clé de ces problèmes-là. C'est propre à tout le monde, à ta relation avec la substance. Et comme c'est pas parce que, justement, tu n'es pas dans la rue ou que tu as un job avec des responsabilités que tu peux pas forcément faire face à ces problèmes-là. Et c'est aussi pas parce que tu vas avoir une consommation récréative que tu vas rencontrer ces problèmes-là. Non, mais ce qu'on sait par contre, c'est que la stigmatisation tue, puis qu'on est en crise des surdoses depuis 2017, puis il faut que ça cesse. Il faut que les gens puissent être entourés quand ils consomment, qu'ils font pas ça tout seuls, puis je pense que ça, c'est important, de juste s'ouvrir à l'autre, puis d'arrêter de considérer la personne qui consomme comme une personne qui consomme uniquement. Je pense que ça serait déjà un assez bon pas qu'on pourrait faire en tant que société. Là. Je dirais que j'allais dire pas mal la même chose dans le sens que je veux que les gens retiennent qu'on est des personnes avant tout. Je suis pas juste un consommateur, je suis une personne. Puis toutes les gens qui meurent à cause de la crise de surdose, ça pourrait être évité, en fait. Là, on le sait, là, puis on les a, les solutions. Puis on est là, puis on parle, mais je pense que c'est vraiment important qu'on arrête de stigmatiser les gens qui consomment pour qu'on puisse enfin prendre des décisions dans une échelle plus haut pour pouvoir faire des changements. C'est ça, puis je trouve que c'est un bénéfice pour tous de juste enlever la stigmatisation parce qu'on a tous quelqu'un qu'on aime qui consomme, que ce soit de proche ou de loin, ou que ce soit nous qui consomme. Puis je pense que c'est ça. Je finirais par juste dire merci aux gens qui ont écouté cette discussion parce que je trouve que c'est un pas vers le positif en se disant que s'il y a de l'intérêt à s'éduquer, ben il y a du changement qui s'en vient, puis on peut prévenir ces morts-là qui sont justement prévenables. Oui, parce que parler, c'est comme déjà un pas vers la réduction des risques. Oui. En effet. Pour conclure, j'aimerais remercier nos invités, mais aussi le Centre Phi qui nous a accueillis dans leur beau studio d'enregistrement. Mais j'aimerais surtout te remercier, toi, pour avoir écouté cet épisode. Si tu aimes le balado et que tu souhaites nous soutenir, on t'invite à t'abonner au podcast et à faire un don sur le site internet du GRIP, où tu pourras en apprendre plus sur nos services d'intervention en milieu festif, notre service d'analyse de substances, nos formations ainsi que notre matériel éducatif. Pour conclure, j'aimerais surtout te rappeler que si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer. N'oublie pas d'être à l'écoute de toi-même et des autres, sans stigmatisation ni tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques.